bonjour Alexandre. Je voulais qu'on parle tous les deux de cette mésaventure au paracétamol, que tu me racontes un petit peu comment ça s'est mis en place, quelle est la genèse, et puis ce d'autant que c'est un sujet d'extrême actualité. Oui, c'est un sujet d'actualité. Alors ce travail donc, sur la mésaventure au paracétamol, il a été débuté il y a une petite dizaine d'années à Lille. C'est un travail monocentrique. On a cherché finalement à évaluer quel était le profil des patients qui étaient admis pour une hépatite aiguë sévère dans notre centre, liée donc au paracétamol. Et on s'est rendu compte que parmi environ 300 patients qui ont été admis dans notre centre au cours de cette période, un certain nombre d'entre eux, entre 60 et 70, étaient admis pour une hépatite aiguë sévère. 60 et 70, ça veut dire ouais, c'est très exactement 69 patients à compter à la dernière analyse, plus précisément. Donc sur une petite dizaine d'années, donc c'est pas un événement rare. Et cet événement qui n'est pas rare est la survenue d'une hépatite aiguë sévère chez des patients qui prenaient des doses faibles de paracétamol avec une limite qui était fixée à moins de 6 grammes par jour. Alors c'est vrai que c'est la dose qui est considérée comme la dose du surdosage dans le Vidal, en se rappelant quand même que la dose recommandée par jour, c'est 4 grammes. C'est la dose décrite dans le Vidal. Je pense que c'est important de rappeler cette dose seuil. C'est d'autant plus important de le rappeler que le Vidal se réserve, entre guillemets, une marge entre la dose qui est recommandée, qui est 4 grammes par jour, et la dose reconnue comme une dose de surdosage qui est effectivement 6 grammes. Et c'est important pour le maniement de tous les jours de ce médicament qui est quand même très très utilisé. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, ces patients qui développaient donc cette mésaventure thérapeutique au paracétamol étaient admis pour un problème d'hépatite aiguë sévère, donc particulièrement grave, et qu'on avait des chiffres de sévérité de l'atteinte hépatique, alors testés sur les transaminases, le taux de prothrombine, d'autres marqueurs comme le taux de lactate, par exemple, qui étaient donc aussi sévères, voire plus sévères, que les patients admis pour un surdosage en paracétamol, qui était le plus souvent lié à une tentative de suicide. Mais en fait, lorsque tu parles donc de la différence entre ces deux types de patients, en fait, et si on regarde les patients, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus jeunes, plus âgés? Oui, il y avait effectivement des différences de profil patient. Les patients admis pour un surdosage, donc encore une fois le plus souvent pour tentative de suicide, étaient des patients plus jeunes, compte tenu malheureusement de l'incidence des tentatives de suicide plus fréquentes dans la population jeune. Les patients, au contraire, qui avaient une mésaventure au paracétamol, avaient environ 10 ans de plus que les patients qui étaient hospitalisés pour surdosage. Et la différence principale, qui s'explique par un certain nombre de mécanismes de physiopathologie, est que la quasi-totalité des patients admis pour cette mésaventure au paracétamol étaient consommateurs chroniques d'alcool, avec un taux qu'on avait défini sur un taux classiquement admis, qui est le seuil de 30 grammes par jour, donc 3 verres standards d'alcool par jour. Paracétamol, alcool... Alcool de manière chronique, mais paracétamol, effectivement, pendant plusieurs jours, puisqu'on n'a pas eu de patient qui ait développé de mésaventure après une seule prise de paracétamol. La durée médiane, c'était de 4 jours, donc on a retenu comme condition pour que cette mésaventure survienne, que cette hépatite survienne avec des doses considérées comme thérapeutiques, le fait que le patient soit, encore une fois, le plus souvent consommateur excessif d'alcool et qu'il ait pris ce paracétamol pendant une période de plusieurs jours. D'accord. Donc tu dis qu'en fait, donc, ils font des maladies plus graves. Oui. Et donc, en fait, quel est leur devenir? Alors le devenir, malheureusement, il est moins bon chez ces patients, même si, encore une fois, la dose de paracétamol est plus faible, donc l'hépatite est plus sévère. Alors ça s'explique probablement par des lésions hépatiques également liées à la consommation d'alcool, qu'on n'a pour le moment pas réussi à mettre en évidence. Mais on constate qu'en termes de survie, il y a une différence au bout d'un mois, puisque c'est le critère de jugement qu'on a retenu dans cette étude, qui était de 10%. Autrement dit, les patients admis pour surdosage en paracétamol avaient une survie au bout d'un mois qui était de l'ordre de 93%, et on était à 83% pour les patients admis pour mésaventure. Donc il y a vraiment un impact important sur la survie de ces patients. Et associé donc à cette survie, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs que vous avez mis en évidence? Alors les facteurs prédictifs dans cette étude, on s'est essentiellement attelé, entre guillemets, à tester si les critères habituellement validés l'étaient bien dans notre cohorte. Et c'est vrai que les cohortes antérieures d'intoxication au paracétamol
quelle que soit la modalité de la prise du paracétamol, avait testé les critères dits du King's College Hospital de Londres, qui sont des critères composites qui sont un petit peu compliqués, mais de dosage assez simple, que sont l'encéphalopathie, les paramètres de coagulation, le TP ou l'INR, l'insuffisance rénale par la créatinine, etc., les lactates, le pH. Et on s'est rendu compte que c'était le facteur le plus associé au devenir, le plus associé à la survie, et plus ces critères sont présents, plus l'hépatite est sévère, et plus le risque de décès au bout d'une période courte, puisque c'est une mortalité qui survient rapidement, est important. Et là, donc, chez ces patients qui vont être individualisés comme ayant cette hépatite au paracétamol, est-ce que beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, ont eu un traitement par acide acétylsalicylate N-acétylcystéine. N-acétylcystéine. Oui, la N-acétylcystéine, elle a été donnée systématiquement dans notre centre. Alors c'est vrai que c'est un traitement qui a le gros intérêt d'être relativement bien toléré, même si parfois la tolérance digestive n'est pas toujours très bonne, surtout chez les patients jeunes avec des vomissements. C'est vrai que c'est recommandé de l'utiliser. On a considéré, étant donné que la cause retenue de l'hépatite était effectivement le paracétamol, qu'il était logique de leur proposer la N-acétylcystéine, ce qu'on a fait pour tous les patients. La tolérance globalement a été bonne. On les a tous traités conformément entre guillemets, aux recommandations pratiques, c'est-à-dire que la N-acétylcystéine était poursuivie jusqu'à ce que le TP remonte au-dessus de 50%, et donc qu'on sorte de la zone sévère de l'hépatite aiguë. Alors le point peut-être qu'il faut souligner aussi vis-à-vis de la N-acétylcystéine, c'est que on l'a d'autant plus donné qu'on avait des éléments chez ces patients qui avaient pris de faibles doses de paracétamol pour penser que c'était vraiment bien le paracétamol qui était responsable de l'hépatite et pas autre chose. Parce que finalement, chez ces patients qui prennent de très faibles doses de paracétamol et qui sont consommateurs excessifs d'alcool, on peut se dire, mais finalement, ce patient-là n'a pris que 2 grammes par jour pendant 3 jours, c'est probablement pas le paracétamol. Sauf que quand on regarde le profil évolutif, on se rend compte que ces patients ont un profil qui est typique du paracétamol. Une cytolyse extrêmement importante, très rapide, et surtout qui décroît extrêmement rapidement après avoir atteint le zénith de transaminase. Donc ça, c'est vrai que c'est assez caricatural de l'hépatite au paracétamol, et l'évolution de tous les dossiers des patients admis pour cette fameuse mésaventure nous a conforté sur le fait que c'était bien ce diagnostic-là, et pas un diagnostic qu'on aurait porté de manière erronée pour, par exemple, une hépatopathie virale aiguë qu'on n'aurait pas diagnostiquée. Le profil était vraiment, ressemblait vraiment à ça. Et donc là, si tu avais 3 points importants à souligner dans cette mésaventure, tu dirais quoi? Je crois que la première chose, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est un médicament anodin, a fortiori chez un patient consommateur excessif. Et je crois qu'il faut vraiment attirer l'attention de la communauté médicale, des médecins généralistes, sur la prescription de ce paracétamol chez quelqu'un qui est connu pour avoir une consommation chronique d'alcool. Ça, à mon avis, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'il faut systématiquement que nous tous, en tant que communauté de spécialistes des maladies de l'appareil digestif, on se force à poser la question de la prise de paracétamol à quelqu'un qui est admis pour une hépatite aiguë sévère. Même si c'est faible, même si ça paraît vraiment extrêmement peu important et probablement pas être la cause de l'hépatite aiguë, on ne les trouve, ces mésaventures, que si on les cherche. Et pour ça, ça nécessite d'avoir un interrogatoire très précis et vraiment très minutieux, parce que parfois, les patients consommateurs excessifs d'alcool, ce sont des patients qui sont parfois difficiles à interroger. Il ne faut pas hésiter à leur reposer la question de manière très régulière. Et le troisième point, je crois que c'est le point qui nous a beaucoup surpris quand on a fait l'analyse des données, c'est que même avec de faibles doses, finalement, la mortalité est supérieure par rapport au surdosage. Et je crois qu'il faut très vite prendre l'avis d'un centre de transplantation et transférer ces patients-là ou tout du moins en discuter avec des hépatologues qui ont l'habitude de voir ce type de patients pour discuter au moins l'indication de greffe. Parce que finalement, 20% de mortalité à un mois, c'est vraiment quelque chose d'important. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alexandre. À toi, Christine.